Merci d'avoir choisi Chérif la télévision pour vous informer, mesdames et messieurs, partout où vous nous regardez. Bonsoir et bienvenue dans votre édition de ce jeudi 6 septembre 2018. Ayant prêté serment le 4 septembre dernier dans la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture de Bamako pour un second mandat, le chef de l'État qui succède à lui-même aura certainement du pain sur la planche. À ce sujet, les Maliens sont quasi unanimes. Voyons ce reportage réalisé par Abdul Karim Sako et Sama Traoré. Réélu avec 67,17% à l'issue du second tour de l'élection présidentielle face à son challenger et non moins chef de file de l'opposition qui n'avait récolté que 32,83%, l'on pourrait dire sans risque de se tromper que bon nombre de chantiers attendent le président Ibrahim Boubacar Keïta durant ce second et dernier quinquennat. La sécurité, la mise en œuvre effective de l'accord de paix, la formation et l'emploi des jeunes, mais aussi et surtout la moralisation de la vie publique, telles sont entre autres attentes des Maliens sur lesquelles les avis convergent. Nous souhaitons qu'il y ait encore plus d'innovation. Il a dit dans son discours d'investiture, sinon bien avant ça, qu'il place ce mandat sous l'égide de la jeunesse. Et nous l'accueillons à bras ouverts et ça nous réconforte les morales. Ensuite, je dirais que nous, aujourd'hui, la priorité, c'est connu d'avance. C'est des questions d'emploi. Et nous souhaitons que le président, il a fait quelque chose pendant le premier mandat, mais nous souhaiterons qu'il y ait plus encore d'opportunités d'emploi pour que beaucoup de jeunes qui sont encore en chômage puissent encore avoir la chance de travailler et qu'ils parviennent à se prendre en charge. Nous attendons beaucoup du président de la République qui bien sûr a beaucoup fait les 5 dernières années. Le premier, c'est la consolidation des accords d'Alger. Ensuite, la préservation de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Et le maintien d'un climat politique apaisé. L'emploi jeune. Les infrastructures routières sur toute l'étendue du territoire qui posent un problème d'enclavement. Particulièrement, je pense, de mon point de vue, que son tout premier chantier devait d'abord d'être la restauration de l'autorité de l'État. Parce que un pays où tout le monde fait tout ce qu'il veut et quand il veut, nous pensons que déjà cet environnement, ce cadre n'est pas propice pour le développement d'un pays. Donc il faudrait qu'il s'attelle à restaurer l'autorité de l'État. Après ce premier chantier, je pense qu'il y a la question de la sécurité. Quand je parle de sécurité, ça je le situe à 2 niveaux. Le premier niveau d'abord, c'est de faire en sorte que nous-mêmes, en tant que Maliens, nous puissions s'accepter, nous puissions se pardonner, se tolérer, en tant que Maliens à l'interne déjà. Alors une fois cette paix recherchée, établie entre nous, citoyens maliens, je pense que cela nous mettrait en force pour faire face aux autres agressions qui peuvent être des agressions qui viendront de l'extérieur. Et pour cela, notre attente est que déjà, il y a eu quand même des efforts qui ont été faits au niveau du renforcement des forces de défense et de sécurité. Nous pensons qu'il faudrait accentuer effectivement cela. Ensuite, l'autre chantier sur lequel je pense que le chef d'État doit aussi s'activer pour son second mandat, ce sont les infrastructures, parce que les routes sont quand même des éléments essentiels pour le développement d'un pays. Pour le président de la jeunesse de la commune 5, le président ne réussira pas le pari si ce n'est par l'implication de chaque Malien. Qu'il rassemble tous les Maliens, comme il a demandé, tous les Maliens, même ceux dont aujourd'hui qui ne sont pas vraiment avec nous, on souhaite qu'il y ait des démarches pour les faire venir, car le Mali doit être au-dessus de tout. L'autre chantier, de mon point de vue, ce serait aussi la formation et l'emploi des jeunes.
Quand on dit la jeunesse, bien sûr, il s'agit de faire la promotion des jeunes en nommant des jeunes à des postes de responsabilité. Mais l'autre élément est qu'il faudrait que les jeunes puissent être formés. Pour être formés, il faut avoir des écoles assainies, des écoles dédiées vraiment à l'apprentissage. Mais il y a les travailleurs aussi. Beaucoup a été fait et en améliorant les conditions de vie des travailleurs par rapport aux augmentations d'indices ou de salaire, nous serons face à un climat apaisé à tous les niveaux. Et surtout, il y a un problème que beaucoup négligent, celui des fonctionnaires des collectivités territoriales, donc qui peinent à avoir leur salaire et qui luttent pour la prise en charge de ces mêmes salaires par l'État. Rappelons que le chef de l'État, lors de sa prestation de serment, avait affirmé qu'il dédiait son deuxième mandat à la jeunesse dont la formation demeure une équation à résoudre. Le régime démocratique est organisé selon le principe de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires afin d'éviter leur concentration entre les mains d'une seule personne. Certaines constitutions privilégient la stricte séparation des pouvoirs, d'autres leur permettent, tout en étant distinctes, de disposer de moyens de contrôle les uns à l'égard des autres. Pour en savoir plus davantage, suivons ces dossiers réalisés par Amadou Kamara et Abdoulaye Sougoudougo. La théorie de la séparation des pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l'État afin de limiter l'arbitraire et d'empêcher les abus liés à l'exercice des missions souveraines. Ouais, la séparation effectivement, les pouvoirs exécutifs s'occupent des affaires de l'État, le président de la République et son gouvernement. Et les pouvoirs législatifs, ça c'est l'Assemblée qui légifère les lois, qui vote les lois, voilà, qui contrôle l'action gouvernementale. Et les pouvoirs judiciaires, comme vous le savez, qui sont les juges, qui tranchent la vérité et tout ce qui s'ensuit au niveau du pouvoir judiciaire. C'est eux qui jugent, c'est eux qui tranchent, c'est eux qui disent la vérité. Bon, la séparation des pouvoirs, c'est la distinction entre les différents pouvoirs constitutifs d'un État, particulièrement d'un État de droit. Au sein d'un État, il y a trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc la séparation des pouvoirs consiste à ce que chacun de ces trois pouvoirs exerce ses attributions sans empiéter, sans perturber les pouvoirs dévolus à l'autre pouvoir. Donc c'est le respect mutuel de chacun de ces pouvoirs, l'un par l'autre. Au Mali, il existe trois pouvoirs, pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir législatif est chargé de la rédaction et de l'adoption des lois, mais également du contrôle de l'exécutif. Il est généralement exercé par les parlementaires à l'Assemblée nationale. Donc c'est ça, en gros, la séparation des pouvoirs. Donc ces trois pouvoirs-là, chaque pouvoir doit pouvoir exercer les attributions qui sont les siennes sans aucune autre forme de soumission, sans aucune autre forme de perturbation. Donc, on peut dire en toute indépendance, c'est ça la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif met en œuvre les lois et conduit la politique nationale. À cette fin, il a le pouvoir d'édicter des règlements et il dispose de l'administration et de la force armée. Le pouvoir exécutif est exercé par le chef de l'État qui joue un rôle très important selon les régimes. Bien vrai qu'il y a la séparation des pouvoirs ne signifie pas un cloisonnement absolu de ces trois pouvoirs-là. Surtout entre l'exécutif et le législatif, il y a une collaboration directe et cette collaboration-là même, le fonctionnement de l'État l'exige. Parce que là, par exemple, dans nos sociétés, telles que par exemple dans nos États, particulièrement au Mali, pratiquement il n'y a que des projets de loi.
Donc ces projets-là, qui dit projet de loi, dit que ce projet-là est une fabrication, donc un montage préparé par le pouvoir exécutif avant d'être soumis au pouvoir législatif. Donc là, le fonctionnement même de l'État exige une collaboration entre ces pouvoirs. Le pouvoir judiciaire applique les lois pour trancher les conflits entre les particuliers ou entre l'État et ces derniers. Son indépendance est primordiale puisqu'elle est la condition de son impartialité. C'est généralement la Constitution qui définit ses compétences et qui garantit son indépendance. Le pouvoir judiciaire, c'est ce que vous disiez tantôt. Est-ce que le pouvoir judiciaire est indépendant? Voici une délicate question, c'est ce que je disais tantôt. En réalité, le pouvoir judiciaire, ce n'est pas propre au Mali seulement. Donc toujours le pouvoir judiciaire, il y a une certaine tendance de chaque autorité, de chaque exécutif à vouloir contrôler le pouvoir judiciaire, jusqu'à ce qu'en réalité, le pouvoir judiciaire se trouve être un peu en dessous des autres pouvoirs, ce qui n'est pas normal, bien sûr. Ce qui n'est pas normal, bien sûr. Par exemple, particulièrement au Mali, il y a trop d'interpénétration entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. En définitive, la Constitution définit également l'organisation des pouvoirs publics locaux et distingue les compétences respectives de l'État central et des institutions locales. Lors du 3e forum des chefs d'État sur la coopération sino-africaine tenu à Pékin, des promesses ont été faites par le président chinois pour le développement du continent africain. L'Afrique peut-elle compter sur ses propres ressources pour son autonomie? Alors, que pensent les citoyens maliens sur ce partenariat Afrique-Chine? Élément de réponse dans ces reportages signés Hamadou Ndiallo et Draman Mali. La Chine va consacrer 60 milliards de dollars supplémentaires au développement économique des pays africains à l'orée d'un vaste sommet Chine-Afrique à Pékin. Ce soutien du géant asiatique comprendra notamment 15 milliards de dollars d'aides gratuites et de prêts sans intérêt. Aujourd'hui, on s'est dit qu'il est temps, vis-à-vis de la relation internationale, les dirigeants africains, la plupart des pays, nous sommes presque à un demi-siècle de l'indépendance. Donc ce demi-siècle de l'indépendance d'aujourd'hui ne devait pas en tout cas rester, c'est-à-dire comme de partenariat de début également des premières ères de l'indépendance. Ils doivent avoir en tout cas des examinations, des questions, c'est-à-dire par rapport à des relations internationales qui, autrement dit, que ces pays également parviennent à voir clairement quel est leur intérêt et encore quel peut être également leur avantage dans ces partenariats gagnant-gagnant. Certains de nos interlocuteurs saluent ce partenariat gagnant-gagnant entre le géant asiatique et le continent africain. Par ailleurs, d'autres accusent la Chine d'imposer à ses partenaires africains un endettement intenable avec ses crédits. Je pense oui que l'Afrique a les moyens. L'Afrique a les moyens et les potentialités pour booster son économie et son développement. Vous savez, si on prend les États individuellement, en ce moment, je pense pas, je dirais non. Nous sommes dans un monde de globalisation où les États aujourd'hui doivent se mettre ensemble pour faire en sorte que toutes les énergies convergent vers un objectif commun. L'Afrique, quand même, c'est au moins 52, 53 États. Il est important que les différentes ressources qui regardent notre continent, que ce soit en termes de ressources naturelles, mais également en termes de ressources humaines, je pense que l'Afrique est un joyau en termes de ressources. Je crois que l'Afrique ne peut pas se développer sans l'Afrique elle-même. C'est-à-dire que les chefs d'État africains doivent se donner la main, compter d'abord sur eux-mêmes, avant de compter sur l'aide de qui que ce soit. La Chine est un pays qui a pu se développer. Pourquoi pas le continent africain peut s'organiser aussi et se développer très rapidement. En se donnant la main, on a nos ressources nécessaires. Absolument, l'Afrique peut se développer avec cette autonomie parce que l'Afrique a ses réalités à elle-même. La Chine a ses réalités, l'Afrique a ses réalités. Aucun continent ne peut se substituer à un autre continent. C'est-à-dire le continent africain peut se développer avec ses réalités, avec ses propres ressources. Parce que chacun peut se développer avec ses coutumes, avec ses réalités. Il y a un manque de volonté parce que nos chefs d'État
ne sont pas en réalité, n'ont pas l'amour de l'Afrique. L'Afrique peut vraiment compter sur ses propres moyens. Moi je dirais que c'est possible, mais ça va nous demander à revoir beaucoup de choses dans le cadre du partenariat, parce qu'il faudra que le partenariat soit un partenariat gagnant-gagnant. Et dans ce sens, maintenant on doit revoir beaucoup d'aspects dans ce sens. Quand je dis on doit revoir beaucoup d'aspects, c'est quoi? Tout simplement parce que l'Afrique est partenaire avec eux. Chaque année, il y a des promesses qui sont là, mais chaque fois, ces promesses même s'ils sont tenus, mais on ne voit pas d'impact durable, parce que nous, honnêtement, on n'est pas impliqué à 100%, parce qu'on va vers eux, et on nous donne, on revient, c'est mal géré aussi. Enfin, rappelons que les entreprises chinoises seront encouragées à investir au moins 10 milliards de dollars en Afrique. Avant de vous quitter, voici le tour d'horizon de l'actualité sur la scène internationale, en bref et en images, décortiqué par Moussa Fomba. Des enquêteurs de l'ONU ont averti mercredi 5 septembre que de graves violations des droits de l'homme, dont des crimes contre l'humanité, se poursuivent sans relâche au Burundi. Ils dénoncent des appels récurrents à la haine de la part du président Pierre Nkurunziza. La commission affirme notamment avoir des motifs raisonnables de croire que Léopold Abarugira, un homme d'affaires et cadre de l'opposition appréhendé le 12 septembre 2017 par des individus dont au moins un en tenue policière, a été victime de disparitions forcées. Le rapport dénonce aussi le renforcement du rôle joué par les Imbonerakure et s'inquiète du rétrécissement de l'espace démocratique au Burundi ainsi que l'appauvrissement croissant de la population. L'assassinat et l'enlèvement de responsables d'établissements dans la zone anglophone du Cameroun ont suscité la panique au sein de la communauté éducative. De nombreux acteurs accusent le gouvernement de ne pas tenir sa promesse d'assurer leur sécurité. Ce rapt n'est que l'un des nombreux incidents qui ont émaillé la rentrée scolaire dans les régions anglophones du Cameroun. Au sein du même établissement, des sources concordantes indiquent que 6 élèves ont également été kidnappés. Au moins 2 d'entre eux ont été relâchés quelques heures plus tard, tous bien portants. Dans un communiqué rendu public le mercredi 5 septembre, le porte-parole du gouvernement Issachiro Mabakari rapportait aussi l'assassinat du directeur d'une école à Bamali, l'attaque du lycée de Melim à Kumbo, nord-ouest, ainsi qu'une autre survenue au collège Saint-Joseph de Beea, sud-ouest. L'attaque rebelle menée début août depuis la Libye dans la région de Tibesti, dans l'extrême nord du Tchad, puis la riposte militaire gouvernementale musclée ont ravivé des tensions dans une région historiquement contestataire au pouvoir central. Le 11 août, une centaine de véhicules armés du groupe Conseil de commandement militaire pour le salut de la République a pris d'assaut une localité frontalière de la Libye, Kouribougoudi. Les autorités tchadiennes ont réagi le 16 août en lançant une opération militaire dans la zone. Lors des bombardements, des chameaux ont été tués et des civils blessés. Un convoi de mariage a notamment été bombardé entre Miski et Yébibou. Depuis l'indépendance du Tchad en 1960, la région a été plus longtemps sous contrôle de groupes armés rebelles que l'administration centrale. Un parti rwandais d'opposition va entrer au Parlement à l'issue des législatives de lundi. Selon les résultats provisoires publiés mardi, une victoire symbolique qui ne remet toutefois pas en cause l'hégémonie du président Paul Kagame et de sa formation. Le Parti démocratique vert de Frank Habineza, seul parti d'opposition toléré, a obtenu 5% de suffrages, soit le minimum requis pour siéger au Parlement, selon les résultats publiés mardi soir par la commission électorale. 53 des 80 sièges étaient mis en jeu aux législatives de lundi, lors desquels quelques 7 millions de Rwandais ont voté. Les 27 sièges restants sont réservés aux femmes, aux jeunes et à des handicapés physiques élus par des conseils, comités et organisations spécifiques. Ainsi se termine votre journal de ce jeudi 6 septembre 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous très bien. Dans moins de 2 heures, vous retrouverez Kafouné Bachili pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes et à très bientôt.